Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Constellation de papier, le podcast qui se prend pour une librairie. Bienvenue dans la deuxième partie de l'entretien avec la fondatrice des éditions Anna Mosa. Elle nous a parlé dans la première partie de son goût pour l'histoire et pour les expériences littéraires sensibles autant que poétiques, et de l'écriture sous toutes ses formes, pour lutter contre l'oubli. Aujourd'hui, nous parlerons de ses lectures professionnelles, de ses réussites, de ses inspirations, et de ses envies de produire des livres aussi novateurs qu'utiles. Ici Jérémy, libraire sans librairie, et je reçois aujourd'hui Chloé Paté. Rebonjour Chloé. Bonjour. Alors on t'a laissé la semaine dernière, tu nous parlais de l'importance que tu accordais à l'aspect formel, à la beauté des livres, et c'est quelque chose dont on peut pas faire l'impasse là-dessus. Tu édites, vous éditez chez Anna Mosa de très beaux livres. Je pense que les lecteurs et lectrices qui fréquentent les librairies, bibliothèques, qui sont attentifs aux nouveautés, ont bien identifié, bien remarqué ces beaux livres, ces très belles couvertures avec le rabat, avec le résumé et tant d'autres choses. Je te propose du coup d'abord de nous présenter à travers cet aspect-là ton travail éditorial, et puis de nous parler de ce livre qui a reçu le prix Femina, si je ne me trompe pas, mais tu vas me corriger, il y a quelques années, et qui a eu un vrai beau succès, et qui est un des livres emblématiques de la maison, qui s'appelle Joseph Cabris, ou Les possibilités d'une vie, qui a été écrit par Christophe Granger. Alors, rapidement, peut-être sur la maison, donc Anna Mosa, les premiers livres sont parus en 2016, et comme tu le disais, dès le départ, j'avais envie de valoriser aussi l'objet. Alors déjà parce que, en effet, je suis une amatrice de livres et de papier, de fabrication, et il me semblait que déjà il s'agissait peut-être d'essayer à une petite échelle de réveiller par l'utilisation de couleurs fluo, par exemple, sur les couvertures, certaines tables de sciences humaines, avec l'idée aussi peut-être, d'attirer des lecteurs ou des lectrices qui ne sont peut-être pas habituellement des lecteurs et lectrices de sciences humaines. C'est en ça que l'objet est important, et puis aussi parce que en tant que lectrice, en fait, j'apprécie le confort de lecture, et d'avoir un papier qui est agréable à toucher, un empagement confortable pour l'œil, là encore. Et il y a eu cette idée, alors en fait, qu'on n'a pas inventé, de rabattre, en fait, d'utiliser le rabat de 4e de couverture comme un coffret. En fait, je me suis aperçue quand j'ai commencé à travailler sur cette idée de fabrication avec Monika Jakopetrewska, la directrice artistique de la maison d'édition à l'époque. On se disait qu'on avait trouvé un truc formidable, et quelque temps après, dans ma bibliothèque perso, en cherchant, je pense à un livre, je me suis aperçue que j'avais un grand format chez Textuel, d'ailleurs une collection sur les archives, qui avait cette forme de rabat refermant, et puis que j'avais aussi des livres des éditions du chemin de fer, qui avaient aussi ce rabat. Voilà. Alors nous, on a choisi de le systématiser pour nos grands formats, et en fait ça permet en librairie, alors ça oblige le lecteur à manipuler l'ouvrage, parce que
en 4e de couverture, l'espace dédié il n'y a pas de 4e de couverture puisque c'est la continuité du visuel ou un autre. Mais donc on va chercher la 4e sur le rabat et on se sert aussi du coup, donc le lecteur est amené à manipuler ce rabat et souvent au verso de la couverture, alors on met aussi d'autres éléments iconographiques. Donc là aussi, on en revient à la possibilité de valoriser l'archive ou l'image qui, dans les livres de la maison, en fait, quand il y a des illustrations, c'est justement jamais de l'illustration gratuite. En fait, elle fait partie du récit. Et tu citais Joseph Cabris. Effectivement, il a aussi beaucoup d'illustrations, mais qui viennent vraiment nourrir le propos de Christophe Granger dans cette biographie sociologique unique en son genre. Et en effet, c'est un livre important pour la maison. Alors, je l'avais mis aussi, Joseph Cabris, parce qu'il est important pour la maison, mais aussi en souvenir de lecture, parce que je me souviens très bien de ma première lecture du Tapuscrit de Christophe une fois qu'il avait terminé, et où je l'avais appelé en lui disant mais comment pouvoir lire après ça une biographie classique, enfin une biographie normale. Et c'est vrai que là, comme j'étais sur ton axe de lecture, c'est aussi par ce souvenir-là et ce coup de fil que je lui ai passé. Parce que ce qu'il fait avec Joseph Cabris, de toute façon, enfin, je sais que tu l'as lu aussi. Je crois que c'est un livre qui reste, enfin, qui accompagne longtemps après sa lecture. C'est pas seulement raconter la vie de Joseph Cabris, c'est voir comment elle s'articule. Comment à chaque étape marquante, en fait, et c'est en ça que c'est une biographie sociologique, il met en œuvre ou il recycle des aptitudes acquises auparavant qui sont liées à son parcours. Alors certes, il a eu une vie extraordinaire, enfin parce que à la fin du 18e, début du 19e, peu de personnes de son origine sociale ont pu voyager sur plusieurs continents. En quelques mots, il est pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore lu et que je ne peux qu'inciter à se précipiter sur ce livre unique. Dans sa vie, Joseph Cabris, si je loupe aucune étape, il a été marin. Son bateau, si je me rappelle bien, soit fait naufrage, soit s'arrête sur une île de Polynésie dans laquelle il reste. Il y reste vivre un très long moment. Il est complètement inséré dans la vie de cette île. Puis il repart, il est ramené en Russie, il traverse la Russie, il s'intègre dans les cercles plutôt mondains du côté de Saint-Pétersbourg, quelque chose comme ça, et il finit sa carrière, il retourne en Europe et en France, où il finit en bête de cirque avec ses tatouages à raconter sa propre histoire. En gros, c'est quelque chose comme ça. Oui, et en fait, si je rebondis sur ton résumé et pour montrer comment il articule son parcours, et c'est ce que Christophe montre, et c'est ce qui reste, c'est comment chacun a nos moments de bifurcation de vie. On bifurque d'une certaine manière, mais on se nourrit de compétences plus ou moins conscientes. Donc, pourquoi et comment il s'intègre dans les Marquises, et
société guerrière, enfin sur cette île des Marquises, Nukuiva, c'est parce que avant de se retrouver sur le baleinier qui l'a amené là, il a été fait prisonnier par les Anglais. Donc c'est des guerres napoléoniennes entre la France et l'Angleterre. Donc il sait se battre. Voilà. Quand il est embarqué plus ou moins contre son gré en Russie, un peu plus ou moins comme trophée de guerre parce que c'est le sauvage entre guillemets civilisé. Ouais. Là, en Russie, il recycle aussi ce qu'il a appris dans les Marquises. Il est même à un moment donné professeur de natation à l'école des cadets de Saint-Pétersbourg. Et surtout, en Russie, il apprend à gagner sa vie en la racontant. Et c'est déjà ce qui se passe sur le bateau qui l'emmène en Russie, où il comprend que son parcours en tant que tel est digne d'intérêt. Et c'est comme ça qu'il revient aussi en France, où effectivement, d'abord dans les cercles de l'élite, il gagne sa vie en la racontant. Et il finit en effet comme dans des foires de seconde zone, et il meurt à Valenciennes. Ouais, et il joue, à la fin de son parcours, il joue son propre rôle, d'une certaine façon. C'est presque un acteur qui refait une performance de ce qu'il a été quand il était dans les Marquises, et le tout décrit avec un ton très particulier, effectivement, et une réflexion sur comment, qui fait écho à ce dont on a parlé précédemment, hein, comment raconter la vie des autres sans la trahir, comment l'intégrer dans des dynamiques bien plus larges qui dépassent les individus. Oui. Et là, avec ce double mouvement de cette personne qui sait pas mal raconter lui-même et de re-raconter ça pour le rendre accessible à un public 200 ans après, quoi. Oui, et là, la tentative de Christophe, Christophe Granger, historien nourri aussi de sociologie et d'ethnologie, c'était de se dire, enfin son point de départ, c'était donc quand on est il avait déjà écrit d'autres livres, plein d'articles, en mobilisant des archives, en évoquant des gens, enfin des bouts de vie, et c'était de se dire, est-ce que je suis capable de raconter une seule vie? Et effectivement, avec ce Joseph Cabris, là, ce sur quoi aussi Christophe ouvre, c'est à chaque fois un bout d'histoire du lieu où on se situe, parce que dans sa réflexion, c'est qu'est-ce qui fait que pourquoi, quand il arrive à Nukuiva, Joseph Cabris, pourquoi il se fait pas manger, puisqu'ils étaient cannibales? C'est parce que auparavant, en fait, dans quel contexte aussi plus large, comme tu le disais, le sujet, l'acteur, Joseph Cabris, arrive. C'est qu'auparavant, il y a déjà eu rencontre avec des Occidentaux, c'est qu'il y a déjà eu des échanges. Donc, il s'intègre. Donc, pourquoi les Russes passent par là? Parce qu'à l'époque, les Russes sont en retard dans leurs expéditions scientifiques, etc., etc. Donc en fait, ce livre est vraiment pour moi un monument et un. Là, on a parlé l'autre fois de Colère et d'ennui de Thomas Bouchet. Là aussi, une expérimentation, un essai d'écriture de l'histoire. Donc, avec ce qui guidait Christophe, est-ce qu'on peut écrire l'histoire d'une vie, non pas de A à Z? Lui, l'image qu'il emploie pour le livre, c'est un peu comme ces points qui ont un numéro et qu'on doit relier, et à la fin, ça donne une forme. Et donc même dans l'écriture, il y a certes des grandes parties, mais il ne donne pas de titre au chapitre, ce sont des numéros.
Donc il a gardé cette image des numéros. Et donc j'y ai d'abord pensé à Joseph Cabris, je l'ai mis dans ma liste parce que ce souvenir de lecture initiale avant même que ça devienne un livre. Et effectivement, parce que ce livre a donné une visibilité à la maison extraordinaire. Alors, il est paru en octobre 2020. Donc, 2020, là, on s'en souvient bien, année Covid. Donc, moi, pour la maison d'édition, j'étais un petit peu inquiète parce qu'évidemment, ça risquait d'être une année difficile. J'avais la conviction, j'ai la conviction que c'est un très grand livre, donc l'envie de le porter, donc on l'a présenté à des prix, et c'est vrai que ça a été complètement fou. De recevoir le prix Femina Essai. Alors la petite frustration, donc le prix de novembre 2020, c'est que ce prix, comme on était encore en confinement, ne lui a jamais été remis officiellement. Et tiens, ça me fait penser là en t'écoutant parler de ça. Est-ce que parce que d'une part, là, de ce que tu dis de ton expérience de lectrice professionnelle, c'est-à-dire de lire en tant qu'éditrice d'un livre auquel on va aboutir, mais d'abord, ce sentiment qu'on peut avoir aussi en tant que lecteur individuel ou professionnel, de sentir que des fois, là, on est en train de lire quelque chose d'exceptionnel. Oui. Il y a des fois des fulgurances, entre guillemets, et on le sent, on n'aura pas tous les mêmes. Je dis pas ça du tout comme des valeurs absolues, mais plus un ressenti de dire là c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je lis habituellement. Oui, oui. Et du coup, ce livre, donc tu dis qu'il sort au moment du deuxième en gros confinement, mais j'imagine que donc il a dû être travaillé à peu près au moment du premier confinement, quelque chose comme ça, si j'ai à peu près des délais éditoriaux en tête. Oui. Est-ce que vous envisagez de le repousser, par exemple, en se disant peut-être que là il vivra pas la vie qu'il aurait dû vivre à cause de tout ça, ou non, parce que en fait, donc moi je travaille pendant le confinement, puis avant l'été dessus. Là aussi, souvenir d'éditrice, qui était pour rapatrier l'iconographie. Ce qui était amusant, c'est que alors qu'on pouvait pas bouger, j'ai échangé donc avec l'Estonie, parce qu'il y a beaucoup d'archives étaient il y a aux archives, dans le fonds d'archives nationales de l'Estonie, avec l'Australie, avec la Nouvelle-Zélande. Non, c'était assez rigolo de se dire que avec ces échanges, la virtuelle, on voyageait. Puis effectivement, après, quand je recevais les visuels, c'était encore mieux. Non, parce que en fait, on savait que c'était un peu particulier, mais malgré tout, on pensait qu'à la rentrée, ça irait un peu mieux. Alors, il est sorti le 1er octobre. Donc ça, je sais qu'on a fait un lancement en librairie. Donc, c'était un moment où on pouvait... Alors, certes, il y avait les masques, mais où il y a eu ce créneau. Il y a même eu les rendez-vous de l'histoire de Blois, grand rendez-vous pour l'édition d'histoire, qui ont lieu traditionnellement mi-octobre. Ils ont eu une chance inouïe. En fait, le festival a eu lieu juste avant que tout referme, que tout soit annulé. Et donc, là aussi, on avait présenté le livre. Donc, non, en fait, là, j'avais pas anticipé pour le coup de difficultés. Cette deuxième. Non, je l'ai plus anticipé sur, pour le coup, sur la programmation de 2021. Où au premier semestre, en fait, on pouvait pas faire de rencontres,
où là, on a nourri plutôt le programme de la collection Le mot est faible, qui, enfin, même si les rencontres, et on a pu les faire après, manquaient pour les auteurs, mais la collection existait. Donc, les livres pouvaient s'appuyer sur les précédents titres de la collection. Et en revanche, oui, sur 2021, du coup, j'ai eu tendance à reporter au second semestre des ouvrages qui auraient besoin d'accompagnement physique, enfin d'être défendus beaucoup plus fortement en librairie. Oui, pied à pied. Là où effectivement les autres, il y a un effet collection qui joue. Du coup, le lien est tout trouvé. Si tu veux aussi nous en dire deux mots, et puis tu m'expliquais en préparant cet entretien que cette collection, elle est aussi liée à un livre important et à un éditeur important dans le même temps. Donc, si tu veux enchaîner et nous parler de ça. Alors, Le mot est faible. Donc, c'est une collection qu'on a lancée. Enfin, les premiers titres sont parus en mars 2019. Et depuis le départ, là, avec le petit collectif de la maison d'édition, on avait envie de s'essayer à des formes courtes, de demander à des chercheurs et des chercheuses de s'essayer à une écriture plus incisive. Là aussi, à la fois pour pousser dans des retranchements sur les questions d'écriture, mais aussi pour pour s'insérer peut-être un peu plus franchement dans le débat public, dans des problématiques de société, si ce n'est d'actualité. Et en fait, je sais que Christophe Granger, donc qui dirige la collection, encore lui, et moi, on avait chacun de notre côté été beaucoup marqués par la lecture de LQR d'Éric Hazan. Alors je vais d'abord dire un mot d'Éric Hazan aussi. Grande figure que j'admire beaucoup comme éditeur, que j'aime beaucoup et que j'ai eu la chance aussi d'éditer comme auteur à l'époque où je travaillais chez Autrement et où on avait lancé avec Christophe Granger, toujours, une petite collection qui s'appelait Leçons de choses, consacrée aux objets. On avait demandé à Éric la barricade. Et le sous-titre, je crois, de l'ouvrage, c'était Histoire d'un objet révolutionnaire. Donc, j'ai aussi eu la chance de travailler avec Éric Hazan, que j'aime beaucoup comme homme. Oui, là, c'est Éric Hazan. Et alors, LQR. LQR, donc c'est un livre qui est paru chez Raison d'agir j'ai un trou sur l'année, je sais plus si c'est 2006 ou 2010. Et qui, en fait, LQR, ça veut dire Lingua Quintae Respublicae, donc la langue de la Cinquième République, titre qui a un écho avec un ouvrage très important, là aussi, si on réfléchit sur le langage, sur les mots, sur la politique, sur la propagande, qui a un écho au titre du livre de Victor Klemperer, LTI, donc la langue du Troisième Reich. Et dans LQR, Hazan, en fait, entreprend à travers plutôt la lecture de la presse, de montrer tous les glissements sémantiques à l'œuvre dans le néolibéralisme, et de montrer que ces glissements sémantiques en fait ont de l'importance et ont du sens. Pourquoi on parle d'émeutes et plus de révoltes.
par exemple pour les banlieues, et que tout ça accompagne un projet politique réactionnaire en fait. Et donc dans LQR, comme on peut le sentir, en fait, c'est vraiment l'attention aux mots eux-mêmes et au glissement de sens, aux réappropriations, à l'euphémisation aussi. Et c'est aussi ce qui guide la manière dont on a conçu la collection Le mot est faible, qui consiste donc à prendre un mot en général très large, comme démocratie, peuple, chiffres, un mot donc du politique, du social, du débat public, qui peut avoir été, dont le sens peut avoir été tordu, dévoyé ou euphémisé. Alors attention, ça c'est très important parce que il s'agit pas non plus de prétendre faire une nouvelle police de la langue. C'est pas du tout d'ailleurs ce que font les auteurs quand ils s'emparent d'un mot. C'est pour la plupart, c'est de recharger le mot, comme le dit si bien Deborah Cohen qui a écrit Peuple, pour se le réapproprier. Mais il n'y a aucune volonté justement de dire que nous avons la vérité. Oui, ni de remplacer l'une ou une interprétation ou un usage, de le remplacer par un autre qui serait plus correct ou plus conforme à un certain point de vue. Et ces ouvrages et la collection, en fait, sont pensés aussi comme des livres qui sont vraiment, je pense, des livres passeurs, parce que ce sont des petits ouvrages, donc pas trop chers, 9 €, peut-être qui font moins peur, des livres passeurs comme des introductions à la littérature critique, peut-être à d'autres lectures plus conséquentes. Et on le voit, enfin, les fois où je peux l'observer, c'est dans les rencontres en librairie, en bibliothèque, justement, dans les sollicitations. C'est que du coup, ça touche aussi des lectrices et des lecteurs plus jeunes. Plus jeunes, ou juste des lectrices et des lecteurs qui lisent moins d'essais un peu conséquents, et à qui ça permet d'avoir une première approche et de se sentir éventuellement légitime, ou la curiosité d'aller vers des travaux plus théoriques. Ouais, on retrouve cette idée de désintimider. Ben oui, parce que je crois, enfin, d'ailleurs, y compris parfois chez des jeunes libraires qui se retrouvent au rayon sciences humaines, il y a beaucoup de complexes par avance, et tout un tas de lecteurs et lectrices aussi qui peuvent se dire mais j'ai pas fait de sociaux ou d'histoire, est-ce que je vais y comprendre quelque chose, est-ce que c'est pas trop jargonnant, etc. Ouais, et côté librairie, on va dire, c'est vrai que c'est une collection, l'effet collection fonctionne, c'est des livres qui sont identifiés, c'est des livres qui ont bénéficient peut-être encore d'un présentoir qui permet aussi, etc. Et moi, dans les habitudes de lecteurs et de clientes, on voit que il farfouille en fait. Il farfouille dans la collection, c'est quelque chose qui a été identifié en disant je sais que là, ça va être des textes qui vont pas m'intimider, qui vont m'intéresser, qui vont m'ouvrir des portes. Et puis tiens, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Est-ce que j'ai lu? Il y a un parcours, il y a une circulation qui se fait, qui fonctionne bien. Oui. Et puis ce qui est assez fabuleux pour nous de l'autre côté, c'est qu'aussi on voit se tisser des échos entre les titres eux-mêmes,
qui viennent se nourrir, enfin, école et mérite, race et universalisme ou décolonial qui est tout récent, révolution, peuple, démocratie, et ce qui est parfois amusant, pour notre première lecture avec justement avec Christophe, c'est quand on découvre, pour celles et ceux qui en mettent, les remerciements, et parfois, en fait, on découvre que c'est aussi une famille d'auteurs et d'autrices qui se retrouvent, que Tapuscrit, avant de nous l'envoyer, un tel l'a fait lire à un autre auteur de la collection sans qu'on le sache, parce qu'ils ont des affinités amicales et intellectuelles, etc. Donc c'est ça aussi qui est là, c'est comment dire, c'est les coulisses, mais qui est très chouette, c'est de voir que se dégage, oui, vraiment une famille aussi d'auteurs, et les auteurs et les autrices de la collection sont en général très attachés à cette dimension, faire partie de ce collectif-là. Partager la même maison. Ouais, oui, et ça, je crois que dans un autre des livres que tu as cité, d'Éric Hazan de nouveau, que du coup, celui-ci a été édité dans sa maison d'édition, c'est-à-dire les éditions La Fabrique, un livre qui s'appelle Pour aboutir à un livre. Il y a quelques lignes, moi je me rappelle quand je l'avais lu, quelques lignes très belles sur l'amitié et la dimension extrêmement collective du métier et au-delà du livre. Et je trouve que ça fait écho là à ce que tu dis, c'est que c'est rarement des aventures solitaires. Derrière l'image de l'éditeur, l'auteur, l'autrice, qui sont des figures qu'on imagine, mais c'est pas du tout ça en fait. C'est extrêmement collectif. Oui, c'est extrêmement collectif. En amont, enfin, donc effectivement. Pour moi, il y a Christophe Granger, il y a aussi Marie-Pierre Lageau et Doris Audoux, qui sont à la fois des amis. On s'est rencontrés dans l'édition chez Autrement, et qui travaillent avec moi. Il y a Monika Jakopetrewska, la graphiste, qui désormais travaille ailleurs. Il y a une autre graphiste, Mélie Giusiano. Il y a de nouveaux graphistes avec lesquels je travaille. Maintenant, le studio Elmo, il y a l'attaché de presse, Antoine Bertrand, qui est aussi un ami. Et puis, il y a les auteurs qui font partie aussi de ce collectif. Parce que, oui, ça c'est, je pense, pour nos auteurs, c'est pas rien aussi d'accepter, en particulier au début, de se lancer dans une maison qui est jeune, qui est indépendante. En termes de capital symbolique, au départ, ça peut sembler avoir moins de valeur que de publier dans une maison installée, comme La Découverte, Le Seuil, Gallimard, etc. Donc en fait, toutes celles et tous ceux qui sont dans la maison, quelque part, partagent aussi le projet. Oui. Et c'est vrai que c'est une dimension dans le livre d'Éric Hazan, pour aboutir à un livre qui est extrêmement juste. Et en fait, ce livre aussi, il m'a marqué parce que je crois qu'il est paru en 2016 ou 2015-16. En tous les cas, au tout début de la maison d'édition, pardon, je reviendrai sur ce que je vais dire après, mais aussi l'histoire de ce livre lui-même, c'est un entretien avec des étudiants de master, et ça dit beaucoup là aussi de la générosité d'Éric Hazan et de la volonté, de la transmission, et on est encore dans le collectif là. Et en fait, moi, c'est un livre aussi qui m'a soulagée, parce qu'on était au début de la maison d'édition. Et il raconte aussi les débuts de La Fabrique, et il dit, à peu de choses près,
que la ligne éditoriale, en fait, au départ, elle n'existe pas. Une ligne éditoriale, parce que tout le monde parle de ligne éditoriale, elle se dessine au fil de la vie du catalogue et de la manière dont les livres, petit à petit, viennent se nourrir l'un l'autre. Et il me semble qu'il dit que c'est au bout de 10 ans qu'on peut parler de la ligne de la fabrique. Et ça m'a beaucoup rassurée. Et en fait, un peu décomplexée parce que, effectivement, on donne, enfin, en tout cas, moi, dans mon approche, et c'est là aussi ce qui renvoie à ce que j'ai pu lire de François Maspero, c'est que dans mon il y a des envies et au départ on lance des fils qui sont parfois un peu subjectifs, enfin donc en l'occurrence surtout au début qui pouvaient reposer sur des envies qui m'étaient propres, et c'est petit à petit que ça vient construire un ensemble, des nébuleuses cohérentes. Parce que j'étais très intimidée, moi, au démarrage de la maison, sur cette question de la ligne éditoriale, comme s'il fallait annoncer un manifeste qui serait celui presque d'un parti politique et qui ne me correspondait pas. Donc, de lire ça sous la plume ou dans la bouche d'Éric Hazan pour une maison aussi emblématique que la Fabrique, je me suis dit bon, d'accord, donc la ligne, elle va se, enfin, en fait, et c'est vrai, une maison d'édition, un catalogue, ça se fait pierre à pierre, et puis et comme on le disait, je crois, dans la première partie de notre entretien, en fait, on évolue aussi avec le monde dans lequel on est pris. Donc, il peut y avoir des envies de démarrage qui sont non pas abandonnées, mais rendues moins prioritaires par rapport à des séquences de la société dans laquelle on est situé en tant qu'éditeur et en tant que citoyen. Enfin, là où peut-être un manifeste trop, pour reprendre le terme que tu utilisais, hein, un manifeste trop précis, trop risquerait de, j'imagine, potentiellement aussi d'enfermer, mais je pense que ça peut fonctionner aussi dans un parcours de lecteur. Hein. Oui. Ça peut amener un moment à se mettre des œillères. Toi, tu accordes une grande importance au fait de rester extrêmement réceptive à ce qui se passe. Alors, il y a évidemment la ligne de fait, elle existe. Je pense qu'il y a des choses, tu sais très bien que tu ne les ferais pas. Tu sais de quel côté tu veux aller, mais ça permet aussi sûrement d'être plus ouvert et plus réactif. Et je crois que c'est quelque chose aussi qu'on voit chez d'autres confrères, camarades, y compris des petites structures éditoriales, ce qui leur permet peut-être aussi de tenter plus de choses, mais de dire, je sais pas, je pense à Monsieur Toussaint Louverture qui a fait il y a quelques années une bande dessinée, oui. alors que c'était une maison de littérature, mais de dire, mais en fait, on a vu ça et on a voulu le faire, en fait. Oui. Et puis, c'est pas parce qu'on a dit on fait de la littérature qu'on est enfermé non plus. Ça laisse peut-être plus de place, voilà, au coup de cœur, à l'élan créatif. Oui, tout à fait. Oui, non, c'est sûr, ça n'enferme pas. Et c'était aussi la réflexion, pour le coup, que j'avais autour du nom de la maison d'édition. Je voulais pas un nom qui soit programmatique et qui enferme, mais je voulais un mot qui soit beau, qui puisse avoir un sens. Et Anamosa, donc on est allé le chercher dans une langue qui s'appelle le Saut, qui est une langue algonquine, donc enfin amérindienne, et ça veut dire tu marches avec moi, ou le fan blanc, enfin le fan Bambi blanc. Il est vrai que c'était plus facile de raconter une histoire avec tu marches avec moi,
Et non, et tu marches avec moi, il y avait l'idée déjà de plusieurs, il y avait l'idée du déplacement et de la lenteur. Enfin, et en effet, une maison d'édition et le travail éditorial, c'est lent. Enfin, on n'est pas du tout dans la start-up. Enfin, on est dans le slow start. Et dans ton parcours, donc tu l'as abordé un petit peu. Tu as officié auparavant aux éditions Autrement. Oui. Donc tu as parlé de ce livre avec Éric Hazan sur la barricade, parce que en plus d'être éditeur, auteur, et c'est aussi un très fin connaisseur de Paris, Oui. et surtout du Paris révolutionnaire, auquel il a consacré plusieurs livres assez beaux à chaque fois. Ouais. Mais tu m'as indiqué également dans ta liste un livre sur l'Italie des années de plomb, Oui. dont je veux bien que tu nous dises quelques mots aussi. Alors, c'est un livre, oui, important pour moi en tant qu'éditrice, et je crois qu'il reste important dans l'historiographie. Alors, il est paru en 2010. Et en fait, moi, à titre personnel et de curiosité, mais sans doute d'éditrice, ça faisait plusieurs années alors j'avais envie d'un truc d'ailleurs que j'ai toujours pas réussi à faire, mais j'aurais voulu faire une histoire des années de plomb en Europe. Uh-huh. Et je crois bien, donc c'est peut-être en 2008, je m'étais dit, bon, on va commencer par prendre des contacts. Et donc, j'avais contacté Marc Lazare, donc spécialiste de l'Italie contemporaine, en lui disant que j'avais cette envie-là. Et alors, il m'avait répondu tout de suite, donc j'étais à la fois très honorée et impressionnée. Et il m'avait dit, figurez-vous qu'on a l'intention, là, on est en train de monter un colloque franco-italien autour de l'Italie des années de plomb. Parce qu'il n'y avait pas, sur l'Italie, il n'y avait pas encore de livres qui tentent de faire l'histoire de la période. Il y avait évidemment des livres sur des personnages, sur des mouvements, des livres d'ailleurs histoire ou roman. Et donc il m'a proposé qu'on construise un livre collectif à partir du colloque qui devait se tenir quelques mois plus tard. Et donc là, c'est vraiment un souvenir très fort de vraiment contribuer à poser un jalon dans une historiographie. Et de construire le livre là avec d'éminents spécialistes en France comme en Italie. Et la chose qui m'a fait aussi très plaisir, c'est que là encore, comme je savais que ça allait être un jalon important, à l'époque, pour Autrement aussi, je me rendais aux foires d'échange de droits. En fait, on a réussi. J'ai un éditeur italien à acheter les droits, sur le manuscrit, sur le projet, et pendant que nous travaillions encore dessus. Et donc là, en tout cas moi dans ma vie d'éditrice, pour la première fois, donc j'ai vécu, c'est la même année sont sortis, la version française est sortie au printemps, et l'édition italienne chez Rizzoli, si je me souviens bien, est sortie à l'automne 2010. Okay. Donc c'est un livre, oui, dont je suis extrêmement fière. Alors un petit dernier qui m'intrigue, et je redis comme la semaine dernière, j'avais prévu comme la semaine dernière de te faire plutôt parler des livres que je ne connaissais pas. Là pour cet épisode c'est raté parce qu'en fait
on a parlé de lecture commune, que le hasard fait qu'il soit commune. Mais celui-ci, vraiment, ça me dit rien et ça m'intrigue en même temps. Tu m'as mis dans la liste le livre de Fahim Amir qui s'appelle Révoltes animales. Je veux bien que tu me le... Vends-moi ce livre, tiens, voilà. Ben, je l'ai mis côté professionnel, enfin côté pro, parce que alors il m'a été, c'est Stéphanie Chevrier, donc qui dirige les éditions de la Découverte, qui l'avait signalé dans l'une de nos réunions de comité de présélection du prix France Culture Arte. Donc pour moi, ça avait un rapport avec mon activité professionnelle, mais c'est en fait, et d'ailleurs je l'ai remercié plusieurs fois Stéphanie de nous avoir fait lire ce livre. C'est un livre que j'ai vraiment adoré, qui est paru chez Divergence, qui est une traduction de l'allemand. Et en fait, Révoltes animales, Fahim Amir, en fait, emploie prend les animaux dans une approche marxiste. Et c'est un texte, du coup, par rapport à tout ce qu'on peut lire sur le vivant en ce moment, qui est vraiment décalé. Approche marxiste dans le sens où, là où, dans certains textes, les animaux sont envisagés comme des victimes des hommes. Il essaye de les considérer comme agents et comme sujets, eux aussi soumis au processus d'exploitation capitaliste, mais qui développent, comme nous, des manières d'y résister. Donc le livre est construit en, je crois, 5 chapitres qui constituent comme une espèce de bestiaire populaire où il a un chapitre. En plus, alors ce qu'il faut dire, c'est que c'est très drôle. Il y a un chapitre, il y a les pigeons, les cochons, les termites. Bon, j'en ai oublié, il me semble que j'en ai oublié 2. Mais en gros, en plus, tu apprends plein de choses. Je me souviens là du chapitre sur les cochons, où il parle au 19e de ce qu'on a appelé aux États-Unis les émeutes aux cochons. Où il y avait une vraie guerre, en fait, donc début 19e, entre les quartiers populaires où les cochons vivaient en liberté et se nourrissaient des ordures, et la bourgeoisie montante, tout comme l'hygiénisme montant, qui trouvait que c'était sale. Donc tout un tas d'édits, d'articles de journaux pour que on débarrasse les villes des cochons, mais les quartiers populaires qui résistaient et les cochons aussi. Et en fait, voilà un lien avec nos livres précédents. C'est en 1832 avec le choléra. En fait, là où les pouvoirs publics ont profité, en fait, là de l'éradication, de la nécessité d'éradiquer le choléra, pour produire tout un tas de littérature pseudo-scientifique et dire qu'il fallait aussi se débarrasser des cochons et donc débarrasser les quartiers de ces animaux qui traînaient. Ouais. Et non, mais ce qui est fabuleux, c'est comment il met à profit, il développe, ces histoires d'animaux dans une approche marxiste, en fait, de lutte des classes, et où les animaux sont eux-mêmes acteurs de cette lutte. Et c'est c'est un travail théorique qui en plus écrit évidemment avec humour, et qui est une lecture très agréable, et qui donne des idées. J'aurais adoré éditer ce livre-là.
Je crois qu'il est paru l'année dernière, en 2022. Et non, c'est super qu'il ait été publié et qu'on puisse lire ce texte. Ouais, et puis chez une maison d'édition dynamique, récente, dynamique et extrêmement recommandable, elle aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Eh bien, je crois qu'on y est presque. J'aurai une dernière petite question après. Merci beaucoup, Chloé, d'avoir partagé tes lectures avec nous. Merci à toi. Je mets tout ça donc sur la page de l'émission d'aujourd'hui pour les livres qu'on a abordés avec les références précises, et ceux que tu as mis dans la liste et dont on n'a pas eu le temps de parler. Je crois que je vais devoir envisager de faire des séries en 4 ou 5 épisodes bientôt. Et puis comme ça, ça vous permettra d'y jeter un coup d'œil. Avant qu'on se quitte, je te propose, et ça me fait plaisir de finir sur une note qui est positive, et j'ai beaucoup aimé cette citation que tu nous as proposée. Je te propose donc de nous lire ta citation pour clore cet entretien et avec laquelle on débutera l'entretien suivant. La crise du livre est une maladie chronique qui tient à sa nature même. Il en souffre depuis sa naissance, il en vit, il en vivra, il n'en guérira pas et il n'en mourra pas. Il est immortel. Voilà, merci beaucoup. Et c'est un texte d'Henri Bayer qui a été écrit dans un livre qui s'appelle La crise du livre, et c'est un texte qui date de 1904. Et nous pouvons donc témoigner que 119 ans après, on est encore là. Oui, on est encore là et on est encore en crise. Et on est encore en crise, oui, voilà. Merci beaucoup, Chloé, à bientôt. Merci, à très bientôt. C'était le 8e épisode de Constellation de papier. Un épisode enregistré à distance entre Paris et Marseille le 1er mars et monté et mixé le 27 du même mois. Il a été au centre de nos 4 derniers entretiens. Il y a 25 ans, Éric Hazan fondait les éditions La Fabrique. 25 ans de pensée critique, d'insoumission et de dévouement au livre. Quelques titres parmi d'autres. Qu'est-ce qu'un peuple ? Les mauvais jours finiront. À bas les chefs. La domination policière. Ou encore, le plus récent, la bataille de la Sécu. Longue vie à La Fabrique, et quant à nous, on va déjà essayer d'atteindre, avec votre soutien sans faille et vos encouragements constants, les 25 épisodes. À bientôt!